C'est l'un des mystères les plus étranges de l'histoire de notre planète. La Terre, ce rocher vieux de 4 milliards et demi d'années qui tourne dans l'espace, a conservé un incroyable registre de son passé, inscrit dans la pierre, couche après couche de roches sédimentaires, chacune comme une page du plus grand livre jamais écrit, l'histoire des volcans et des mers, des créatures qui ont vécu et disparu, des âges glaciaires et des périodes de chaleur, tout cela préservé dans des détails remarquables. Mais voilà le problème. Au beau milieu de ce récit, il manque un chapitre, pas juste un chapitre, un volume entier. Plus d'1 milliard d'années de l'histoire de la Terre ont disparu, effacées, comme si quelqu'un avait pris une gomme cosmique et rayé 1/5 de toute l'existence de notre planète. Si tu écoutes cette vidéo pour t'endormir, c'est normal. Alors pense à t'abonner. Et dis-moi peut-être où tu te trouves et quelle heure il est. Quelqu'un de Lisbonne m'a écrit 2 heures du matin et un autre de Lincoln 20 heures. Les calculs sont bons, mais ça paraît quand même étrange. Ce dont on parle ici n'est pas un petit trou. C'est un vide temporel si vaste, si incompréhensible, qu'il fait disparaître l'extinction des dinosaures au rang de simples notes de bas de page. Il s'agit d'un morceau manquant de l'histoire, plus long que toute la durée d'existence de la vie complexe sur Terre, plus long que le temps qu'il a fallu aux organismes unicellulaires pour évoluer en toutes les plantes et animaux que tu connais. 1 milliard d'années envolées. L'histoire commence un jour brûlant, d'août 1869. La guerre de sécession venait de se terminer. Le chemin de fer transcontinental venait d'être achevé. Et quelque part, au fond d'un canyon encore inexploré du sud-ouest américain, un professeur de géologie manchot nommé John Wesley Powell allait tomber sur l'un des plus grands mystères de l'histoire des sciences. Powell n'était pas censé être là. Il aurait dû se trouver dans l'Illinois à enseigner la géologie à des étudiants probablement peu intéressés par les pierres et les minéraux. Mais Powell était différent. Il avait perdu son bras droit, arraché par une balle confédérée lors de la bataille de Shiloh, et pourtant, cela ne l'avait pas empêché de devenir obsédé par l'Ouest américain. Il avait organisé sa propre expédition, rassemblant quelques fonds et des volontaires pour ce que tout le monde qualifiait de mission suicide. L'objectif était simple, suivre les rivières Green et Colorado, peu importe où elles mènent, et cartographier la géologie en chemin. Le problème, c'est que personne ne savait où ces rivières allaient. Tout le plateau du Colorado restait blanc sur les cartes, inexploré, inconnu. 10 hommes, 4 bateaux en bois, c'était tout ce que Powell avait. Pas de GPS, pas de téléphone satellite, pas d'équipe de secours, prête à intervenir. Seulement 10 hommes, 3 mois de vivres, et le rêve de combler le dernier grand blanc de la carte américaine. Ce qu'ils allaient découvrir allait bouleverser notre compréhension de l'histoire de la Terre. À mesure que Powell et son équipage fatigués s'enfonçaient dans ce qui deviendrait plus tard le Grand Canyon, il remarqua quelque chose d'étrange. Les couches de roches n'étaient pas seulement magnifiques, elles racontaient une histoire. Et comme tout bon géologue, Powell savait la lire. Les roches les plus anciennes en bas, les plus jeunes au-dessus, chaque strate représentant des millions d'années de l'histoire terrestre, empilées comme les pages d'un livre. Mais soudain, il vit quelque chose qui le figea sur place. Là, exposé sur les parois du canyon, comme une cicatrice à travers le visage du temps, se trouvait une ligne parfaitement horizontale où 2 types de roches totalement différents se rencontraient. En dessous, d'anciennes roches cristallines, tordues et plissées par des forces inimaginables, sombres et mystérieuses. Au-dessus, de belles couches horizontales de roches sédimentaires, presque modernes en comparaison. Powell observait ce que les géologues appellent une inconformité, un trou dans les archives géologiques, là où des roches anciennes touchent directement des roches plus jeunes, sans rien entre les deux. Les inconformités existent partout en géologie. Les rivières érodent des sédiments, les glaciers arrachent des couches entières de roches, les montagnes s'usent jusqu'à disparaître. Mais celle-ci était différente. Elle était gigantesque. Powell fit les calculs et les chiffres défiaient la logique. Les roches sous la ligne étaient incroyablement anciennes. Certaines remontaient à plus d'1 milliard et demi d'années. Celles au-dessus étaient bien plus récentes, environ 500 millions d'années. Cela signifiait qu'un vide de plus d'1 milliard d'années se trouvait là, sous ses yeux.
1 milliard d'années manquantes, là où il aurait dû y avoir des strates racontant ce qui s'était passé sur Terre pendant toute cette préhistoire, comme si quelqu'un avait découpé au couteau 1 milliard d'années au cœur de l'autobiographie de la Terre. Powell l'appela la grande inconformité, et plus il l'étudiait, plus elle devenait mystérieuse. Ce n'était pas un phénomène local. À mesure que d'autres géologues exploraient le monde, ils la retrouvaient partout. Le même vide temporel, le même milliard d'années disparues. En Écosse, au Canada, en Australie. Partout, les preuves de ce gouffre dans la mémoire de la Terre. Mais comment perdons 1 milliard d'années? Qu'est-ce qui pourrait effacer autant d'histoires? Le premier indice vint de la compréhension de ce que représentaient ces années perdues. Il s'agissait de la fin du Précambrien, une époque où la Terre subissait des changements parmi les plus spectaculaires de son histoire. C'est alors que les premières cellules complexes sont apparues, que l'oxygène a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère, que la vie a fait ses premiers pas hésitants vers la complexité, et toute cette histoire, toutes ces étapes cruciales de l'évolution avaient disparu du registre des roches. C'était comme essayer de comprendre la montée de la civilisation humaine, mais sans rien entre les peintures rupestres et Shakespeare. Sans aucune explication de comment nous étions passés de l'un à l'autre. Depuis plus d'un siècle, les géologues s'efforcent de résoudre cette énigme. Que s'est-il passé pendant ces années manquantes? Où sont passées toutes ces roches? Était-ce l'érosion, une activité volcanique, un cataclysme global? Les théories sont apparues et disparues, chacune tentant d'expliquer comment 1 milliard d'années d'histoire terrestre avait pu s'évaporer. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante, car en réalité, la grande inconformité ne concerne pas seulement des roches manquantes, elle concerne du temps disparu, et pas n'importe lequel, une des périodes les plus cruciales de toute l'histoire de la Terre. Le milliard d'années effacées coïncide presque exactement avec l'un des événements climatiques les plus spectaculaires que notre planète ait jamais connu. Une époque où la Terre s'est transformée en un désert glacé, recouvert de glace d'un pôle à l'autre. Une époque que les scientifiques appellent la Terre boule de neige. Imagine ceci, il y a 700 millions d'années, la Terre ne ressemblait en rien à la sphère bleue que nous connaissons aujourd'hui. À la place, imagine une boule blanche suspendue dans l'espace. Toute sa surface recouverte d'une glace pouvant atteindre 1 kilomètre d'épaisseur. Les océans figés, les continents enfouis sous des glaciers qui faisaient paraître la calotte antarctique actuelle comme une simple flaque d'eau. Des températures si glaciales que même à l'équateur, où le climat aurait dû être tropical, la glace ne fondait jamais. Ce n'était pas une ère glaciaire comme les autres, c'était l'ère glaciaire ultime, celle qui surpassait toutes les autres. Un gel planétaire profond qui dura des dizaines de millions d'années. Et cela s'est produit en plein cœur de ce milliard d'années disparues. La Terre boule de neige pouvait-elle être la réponse? Ces glaciers gigantesques auraient-ils pu raboter des aires entières de roches, les réduire en poussière et les emporter vers les océans? Cela expliquerait le timing. Cela expliquerait la dimension mondiale de la grande inconformité. Cela expliquerait comment on peut perdre 1 milliard d'années d'histoire géologique d'un seul coup. Pendant des décennies, ce fut la théorie dominante. La Terre, boule de neige, avait, en quelque sorte, passé la planète entière au papier de verre, retirant couche après couche de roches et laissant derrière elle la grande inconformité comme une cicatrice. C'était élégant, c'était simple, ça expliquait tout. Mais il y avait un problème. Cette théorie était probablement fausse. La première fissure dans l'hypothèse de la Terre, boule de neige, ne venait pas des glaciers ni des aires glaciaires, mais de l'intérieur brûlant de notre planète, des plaques tectoniques et de la lente, inexorable danse des continents qui dérivent à la surface de la Terre. On s'aperçut qu'il y a 700 millions d'années, les masses continentales de la Terre n'étaient pas dispersées comme aujourd'hui. Elles étaient rassemblées dans un immense supercontinent appelé Rodinia. Rodinia n'avait rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Imaginez tous les continents, toutes les terres, toutes les îles, compressées en une seule masse gigantesque, entourées d'un unique océan sans fin. C'était Rodinia, un supercontinent si vaste
qu'il aurait fallu des mois pour marcher d'une côte à l'autre, tellement massif qu'il modifiait le climat de la planète entière. Mais les supercontinents ne durent pas éternellement. Ils se forment, restent ensemble quelques centaines de millions d'années, puis finissent par se déchirer dans un processus si violent qu'il fait paraître les plus grands séismes de l'histoire comme de simples frissons. Et vers 750 millions d'années, en plein cœur de ce milliard d'années disparues, Rodinia commença à se briser. Mais que se passe-t-il quand un supercontinent se disloque? Ce n'est pas comme déchirer une feuille de papier, c'est plutôt comme briser un immense puzzle de roches soudées par une chaleur et une pression inimaginables. Le processus génère des forces si colossales qu'elles peuvent soulever des chaînes de montagnes entières, puis les réduire à néant. Créer des rifts de milliers de kilomètres qui finissent par devenir des océans, provoquer des éruptions volcaniques dépassant tout ce que l'histoire humaine a jamais connu, et mettre à nu d'immenses régions de roches anciennes, exposées pour la première fois à l'érosion depuis des centaines de millions d'années. À mesure que Rodinia se disloquait, d'énormes blocs du supercontinent furent projetés vers le haut, donnant naissance à des chaînes de montagnes qui auraient fait paraître l'Himalaya comme de simples collines. Mais les montagnes ne durent pas toujours. Une fois exposées aux éléments, l'érosion commence son travail incessant. Pluie, vent, glace et rivières les rongent grain par grain, emportant les débris pour les déposer dans des océans lointains. La dislocation de Rodinia aurait créé les conditions parfaites pour une érosion massive à une échelle jamais vue avant ni après. Des parois rocheuses fraîchement mises à nu sur des milliers de kilomètres. Aucune végétation pour retenir les sols, car les plantes complexes n'avaient pas encore évolué. Un chaos climatique, car l'agencement des continents et des océans changea complètement, et des centaines de millions d'années pour que l'érosion fasse son œuvre. La dislocation de Rodinia pouvait-elle expliquer la grande inconformité? Ce démembrement du supercontinent aurait-il pu effacer 1 milliard d'années de l'histoire terrestre? Le timing était parfait, l'échelle correspondait, et cela expliquerait pourquoi la grande inconformité se retrouve partout sur Terre, mais pas exactement de la même manière. Mais il restait un problème. Comment prouver quelque chose qui s'est produit il y a 3-4 milliards d'années? Comment trouver des traces d'une érosion qui aurait justement effacé les roches contenant ces preuves? La réponse vint d'une source inattendue, de minuscules cristaux d'un minéral appelé zircon, enfoui au cœur des roches ayant survécu à la grande inconformité. Le zircon est comme une capsule temporelle géologique. Il est incroyablement résistant, supportant chaleur, pression et altérations chimiques. Et il contient de petites quantités d'uranium qui se transforment en plomb à un rythme parfaitement connu, en faisant une horloge géologique idéale. Mais le zircon peut nous dire plus que l'âge des roches. Il peut aussi nous renseigner sur la température. Quand le zircon refroidit, depuis les températures extrêmes des profondeurs de la croûte terrestre, il piège des atomes d'hélium dans sa structure cristalline. En mesurant combien d'hélium s'est échappé au fil du temps, les scientifiques peuvent déterminer quand ces cristaux ont refroidi et à quelle vitesse. Cette technique, appelée thermochronologie, revient à lire l'histoire thermique des roches. Elle permet de savoir quand un fragment de croûte, autrefois enfoui profondément, s'est rapproché de la surface, là où les températures sont plus basses. En d'autres termes, quand l'érosion a enlevé les couches de roches qui se trouvaient au-dessus. Et lorsque les chercheurs ont appliqué la thermochronologie aux roches liées à la grande inconformité partout dans le monde, ils ont découvert quelque chose de remarquable. Toutes montraient des signes d'un refroidissement rapide, exactement au moment où Rodinia se brisait, comme si d'immenses masses rocheuses avaient été soudainement arrachées, mettant à nu les roches anciennes sous-jacentes, exposées alors aux températures plus fraîches de la surface. Les preuves convergeaient vers une conclusion qui aurait été impensable il y a encore quelques décennies. La grande inconformité, ce gigantesque trou dans la mémoire de la Terre, n'avait pas été causée par des glaciers d'air glaciaire rabotant la surface. Elle avait été causée par la dislocation catastrophique d'un supercontinent qui existait lorsque notre planète était encore jeune, étrange et totalement différente du monde que nous connaissons aujourd'hui. Mais cette révélation soulevait des questions encore plus vastes.
Si la rupture de Rodinia avait créé la grande inconformité, qu'avait-elle provoqué d'autre? Quelles furent les conséquences d'avoir effacé 1 milliard d'années de l'histoire terrestre? Et qu'est-ce que cela nous apprend sur les forces cachées qui façonnent notre planète au fil des temps géologiques? Les réponses allaient s'avérer encore plus extraordinaires qu'on ne l'avait imaginé. Les conséquences commencèrent avec le climat. Quand un supercontinent de la taille de Rodinia commence soudainement à se disloquer, cela ne bouleverse pas seulement la géologie d'une planète, cela bouleverse tout. Les courants océaniques, qui avaient suivi les mêmes schémas pendant des centaines de millions d'années, se retrouvèrent soudain bloqués par de nouvelles chaînes de montagnes ou ouverts par de nouveaux rifts. Les régimes climatiques, stables depuis des éons, changèrent brutalement à mesure que les continents dérivaient vers de nouvelles positions. La chimie même des océans fut modifiée par d'immenses éruptions volcaniques, injectant des quantités sans précédent de gaz dans l'atmosphère. Mais la conséquence la plus spectaculaire fut le froid, un froid inimaginable, catastrophique. L'histoire de la Terre gelée commença dans les années 1980 lorsqu'un géologue brillant mais excentrique nommé Joe Kirschvink étudiait de très vieilles roches en Australie. Et ce n'étaient pas des roches ordinaires. Elles contenaient de minuscules cristaux magnétiques figés dans le temps comme des aiguilles de boussole pointant vers le champ magnétique ancien de la Terre. En étudiant ces signatures magnétiques, Kirschvink pouvait déterminer où, sur la planète, ces roches s'étaient formées des centaines de millions d'années auparavant. Et ce qu'il découvrit n'avait aucun sens. Les roches portaient des preuves claires d'activité glaciaire, des stries et des entailles laissées par d'immenses nappes de glace, des blocs erratiques déposés au milieu de ce qui aurait dû être des mers tropicales. Des marques indiscutables de glaciers et d'icebergs. Mais d'après les preuves magnétiques, ces roches s'étaient formées près de l'équateur, la région la plus chaude et la plus tropicale de la planète. Comment expliquer des glaciers à l'équateur? Kirschvink comprit qu'il n'y avait qu'une seule réponse possible. Les glaciers n'étaient pas seulement à l'équateur, ils étaient partout. La planète entière avait été recouverte de glace d'un pôle à l'autre. C'est ce qu'il appela la Terre boule de neige. L'idée était si radicale qu'elle paraissait risible. Une planète totalement gelée, des océans recouverts de glace de la surface jusqu'aux profondeurs, des glaciers s'étendant de l'Alaska à l'Australie. Cela ressemblait à de la science-fiction, mais les preuves s'accumulaient, des dépôts glaciaires découverts dans d'anciennes zones tropicales. D'étranges formations rocheuses qu'on ne pouvait expliquer que par des nappes de glace épaisses de plusieurs kilomètres, des signatures chimiques dans d'antiques roches pointant vers des océans scellés sous la glace. Et le timing était parfait. Les glaciations de la Terre boule de neige s'étaient reproduites entre 700 et 600 millions d'années, en plein cœur du milliard d'années disparues, exactement au moment où la grande inconformité se formait. La théorie prit de l'ampleur dans les années 1990 et 2000. À mesure que les preuves s'accumulaient, les géologues découvrirent des dépôts glaciaires sur chaque continent. Ils trouvèrent des indices que les océans avaient été complètement coupés de l'atmosphère, enfermés sous une calotte globale. Ils identifièrent des signatures chimiques suggérant que la planète entière avait sombré dans une glaciation profonde qui dura des dizaines de millions d'années. C'était l'explication parfaite pour la grande inconformité. Quand des nappes de glace épaisses de plusieurs kilomètres recouvraient chaque continent, elles pouvaient tout racler, tout broyer, tout pulvériser sur leur passage. Les anciennes montagnes auraient été réduites à néant. Des milliards de tonnes de roches transformées en poudre et emportées par des rivières glaciaires. Sur des millions d'années de rabotage, des aires géologiques entières auraient pu être simplement effacées. La théorie de la Terre boule de neige expliquait tout. La nature mondiale de la grande inconformité, le timing, l'échelle gigantesque des roches manquantes. C'était élégant, dramatique, et cela semblait parfaitement logique scientifiquement. Mais il restait un petit problème. Plus les scientifiques examinaient la Terre boule de neige, plus ils réalisaient que les choses n'étaient peut-être pas aussi simples qu'une planète totalement gelée, effaçant 1 milliard d'années d'histoire géologique. Les premiers doutes vinrent des modèles climatiques informatiques. Lorsqu'ils tentèrent de simuler une Terre complètement recouverte de glace, ils rencontrèrent un problème.
Une fois la planète gelée, elle aurait dû le rester pour toujours. La glace réfléchit la lumière du soleil au lieu de l'absorber. Plus il y a de glace, plus il fait froid. Plus il fait froid, plus il y a de glace. Un cercle vicieux qui aurait dû transformer la Terre en boule de neige permanente, une épave glacée dérivant à jamais dans l'espace. Mais la Terre n'est évidemment pas restée gelée. Quelque chose a brisé la glace. Quelque chose a réchauffé la planète au point de faire fondre les glaciers et de restaurer les océans. La cause la plus probable, les volcans. Même au cœur du gel, les éruptions volcaniques continuaient de rejeter du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Avec des océans scellés sous la glace, aucun processus naturel ne pouvait retirer ce CO2 de l'air. Sur des millions d'années, il s'accumula jusqu'à atteindre des niveaux, créant un super effet de serre, réchauffant finalement la planète assez pour briser la glace. Mais là encore, un problème surgit. D'après les calculs, il aurait fallu au moins 10 millions d'années pour accumuler assez de CO2 volcanique afin de mettre fin à un épisode de Terre boule de neige. Pourtant, les preuves géologiques montraient que certaines glaciations s'étaient terminées bien plus vite. Peut-être en seulement quelques centaines de milliers d'années. Et puis, il y avait les dropstones, ces blocs de pierre trouvés dans d'anciens sédiments marins, apparemment lâchés par des icebergs en train de fondre. Mais certains de ces dropstones se trouvaient dans des couches censées correspondre aux pics de glaciation, à une époque où les océans auraient dû être entièrement gelés. Comment obtenir des icebergs dans un océan complètement figé ? Plus les géologues examinaient les indices, plus le tableau se compliquait. Peut-être que la Terre n'avait pas été totalement gelée. Peut-être qu'il restait des poches d'océan libre, même au plus fort de la glaciation. Peut-être que la glace avait avancé et reculé plusieurs fois, créant un schéma complexe de gel et de dégel, plutôt qu'un simple blocage global. Et peut-être, tout simplement, que la Terre boule de neige n'était pas responsable de la grande inconformité, car la véritable percée venait d'une autre direction, non pas de l'étude de la glace, mais de l'étude de la chaleur, de l'histoire thermique des roches, révélée par ces minuscules cristaux de zircon et leurs atomes d'hélium piégés. Quand les géologues appliquèrent la thermochronologie aux roches du monde entier, ils découvrirent quelque chose qui ne collait pas avec le modèle de la Terre boule de neige. Les événements de refroidissement qui avaient créé la grande inconformité ne s'étaient pas produits en même temps. Ils s'étaient produits par vagues, étalés sur des centaines de millions d'années. Certaines régions montraient des signes d'érosion massive dès 1 milliard d'années. D'autres situaient l'érosion principale autour de 700 millions d'années. D'autres régions, enfin, montraient que cela s'était produit aussi tard que 500 millions d'années. Si les glaciers de la Terre boule de neige avaient vraiment raclé toutes les roches manquantes, on devrait voir partout des traces d'érosion se produisant en même temps. Mais ce n'est pas ce que montrèrent les roches. Elles révélaient, au contraire, un schéma complexe d'événements d'érosion, survenus à des moments différents et en des lieux différents, comme si un gigantesque processus de long terme avait lentement effacé ce milliard d'années disparues, morceau par morceau. Et ce processus n'était pas la glaciation, c'était quelque chose d'encore plus puissant et surtout de plus durable. C'était la naissance et la mort de chaînes de montagnes d'une ampleur surpassant tout ce qui existe aujourd'hui sur Terre. Quand des supercontinents se forment, ils ne s'assemblent pas doucement comme des morceaux d'argile. Ils entrent en collision avec une force colossale, créant des chaînes de montagnes qui peuvent s'étendre sur des milliers de kilomètres et atteindre des hauteurs qui feraient passer l'Himalaya actuel pour des collines. Les montagnes granvilliennes, formées lors de l'assemblage de Rodinia, ont peut-être été la plus vaste chaîne de montagnes de toute l'histoire de la Terre, s'étendant de ce qui est aujourd'hui le Mexique jusqu'à la Scandinavie. Mais lorsque les supercontinents se disloquent, ces immenses chaînes deviennent les cibles d'une érosion d'une ampleur inédite. Le processus même de fragmentation crée d'énormes soulèvements et rifts, exposant d'immenses masses de roches anciennes aux intempéries pour la première fois depuis des centaines de millions d'années. Et comme cela se produisait avant l'apparition des plantes terrestres, rien ne retenait le sol. Pas de racines pour bloquer l'érosion, pas de végétation pour ralentir le travail incessant du vent, de la pluie et des variations de température. Imaginez des chaînes de montagnes de la taille cumulée des Rocheuses, des Alpes et de l'Himalaya, mais sans arbres, sans herbes, sans mousse, rien de vert pour les protéger des éléments.
juste de la roche nue, exposée à des centaines de millions d'années de pluie, de vent et de changements climatiques. L'érosion aurait été catastrophique. Quand Rodinia commença à se déchirer, toutes les conditions étaient réunies pour un cataclysme érosif. Des soulèvements massifs exposaient des milliards de tonnes de roches anciennes aux intempéries. De nouvelles vallées de rift ouvraient des voies pour que l'eau emporte les débris érodés. Les changements climatiques, causés par la dérive des continents et la réorganisation des océans, provoquaient des tempêtes plus violentes et des écarts de température plus extrêmes. Et ce n'était pas localisé. À mesure que le supercontinent se fragmentait, différentes régions étaient soulevées et érodées à des moments distincts, créant ce schéma complexe d'événements de refroidissement que les géologues retrouvaient dans les données de thermochronologie. D'abord, une région était soulevée et dépouillée de ses couches rocheuses, puis une autre encore. Sur des centaines de millions d'années, d'immenses zones de Rodinia furent littéralement écorchées. Des kilomètres de roches usées, puis emportées vers les océans. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas à l'érosion mécanique. La dislocation de Rodinia déclencha aussi d'immenses changements chimiques dans l'océan et l'atmosphère qui purent accélérer l'érosion d'une façon inattendue. Quand les supercontinents se brisent, ils ne créent pas seulement de nouvelles montagnes. Ils déclenchent aussi d'énormes éruptions volcaniques lorsque le magma remonte des profondeurs de la Terre pour combler les fractures. Ces éruptions relâchaient des quantités colossales de dioxyde de carbone et d'autres gaz dans l'atmosphère, modifiant la chimie des pluies et les rendant plus acides. Or, la pluie acide dissout la roche bien plus efficacement que la pluie normale, accélérant ainsi l'altération chimique. Dans le même temps, le processus de fragmentation exposait d'immenses masses de roches fraîches à l'altération chimique pour la première fois. Certains types de roches, particulièrement riches en minéraux comme le feldspath ou l'olivine, réagissent avec l'eau et le dioxyde de carbone, piégeant ce dernier à grande échelle lors de la dislocation d'un supercontinent. Ce processus pouvait retirer des quantités énormes de CO2 de l'atmosphère. Moins de CO2 signifiait un climat plus froid. Un climat plus froid favorisait la formation de glace, et plus de glace signifiait davantage d'érosion physique, les glaciers raclant et broyant à travers les paysages. Un cercle de rétroaction capable d'accélérer dramatiquement l'érosion. Le résultat fut un événement d'érosion à l'échelle planétaire, quelque chose d'absolument unique dans l'histoire de la Terre. Pas seulement des glaciers rabotant la roche, mais une interaction complexe entre les forces tectoniques, l'activité volcanique, le changement climatique et l'altération chimique, travaillant de concert pour effacer des centaines de millions d'années d'histoire géologique. Différentes parties de l'ancien supercontinent furent affectées à des moments et de manière différente, créant ce schéma complexe de roches manquantes que nous voyons aujourd'hui dans la grande inconformité. Certaines régions furent soulevées et érodées tôt dans le processus de dislocation. D'autres restèrent ensevelies sous les sédiments pendant des millions d'années avant d'être finalement exposées à l'érosion. D'autres encore subirent plusieurs cycles successifs d'enfouissement et d'érosion au rythme de la danse complexe de la dérive continentale. L'échelle de ce phénomène défie l'imagination. Des chaînes entières de montagnes, plus vastes que tout ce qui existe aujourd'hui, furent réduites à néant. Des milliards de kilomètres cubes de roches furent broyés et emportés vers les océans. Des formations géologiques ayant nécessité des centaines de millions d'années pour se constituer furent effacées en, à l'échelle géologique, un simple clignement d'œil. Et lorsque tout fut terminé, quand la dislocation de Rodinia s'acheva et que ces fragments dérivèrent pour former de nouveaux continents et de nouveaux océans, il ne resta derrière qu'une cicatrice à la surface du temps lui-même, un vide dans la mémoire de la Terre, là où 1 milliard d'années d'histoire auraient dû exister. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas à l'érosion et aux roches disparues, car la dislocation de Rodinia et la formation de la grande inconformité eurent des conséquences qui dépassèrent la simple géologie. Elles changèrent peut-être le cours même de la vie sur Terre, préparant le terrain pour l'un des événements évolutifs les plus importants de toute notre histoire planétaire. Ces conséquences commençaient à peine à se déployer. Elles commencèrent avec la vie elle-même.
Pour comprendre ce que signifia la dislocation de Rodinia pour l'évolution, il faut imaginer à quoi ressemblait notre planète il y a 750 millions d'années. C'était un monde étranger. Le ciel avait une autre couleur, car l'atmosphère contenait moins d'oxygène. Les continents étaient de vastes déserts de roches nues, car les plantes n'avaient pas encore conquis la Terre. Les océans grouillaient de vie microscopique, mais il s'agissait presque uniquement de bactéries et d'algues unicellulaires flottant dans des mers immenses et vides. La vie complexe, telle que nous la connaissons, n'existait pas encore. Pas de poissons, pas de récifs coralliens, pas de méduses, pas de vers, rien avec des yeux, un cerveau, un cœur ou du sang. Les organismes les plus sophistiqués de la planète étaient à peine visibles à l'œil nu. La Terre abritait la vie depuis plus de 3 milliards d'années. Mais pendant la majeure partie de ce temps, la vie était restée désespérément simple. Puis, Rodinia commença à se déchirer et tout changea. Le premier indice qu'un événement extraordinaire se produisait vint des roches des Flinders Range, en Australie du Sud, où un géologue nommé Reginald Sprigg étudiait ce qu'il croyait être d'anciens terriers de verre. Nous étions en 1946 et Sprigg travaillait pour le gouvernement sud-australien, cartographiant des gisements minéraux dans l'Outback isolé. Ce qu'il découvrit allait révolutionner notre compréhension de la vie primitive sur Terre. Les roches n'étaient pas seulement anciennes, elles dataient de la période édiacarienne, immédiatement après la fin de la plus sévère glaciation de la Terre boule de neige, et elles contenaient des fossiles sans équivalent, jamais observés auparavant. Ce n'étaient pas les coquilles familières et les squelettes des périodes ultérieures. Ces impressions provenaient d'êtres à corps mous qui ne ressemblaient à rien de ce qui avait vécu avant ou après. Des organismes en forme de fronde qui pouvaient être des plantes, des animaux ou quelque chose d'intermédiaire. Des créatures discoïdes à symétrie radiale, des formes étrangement cloisonnées que certains scientifiques considéraient comme une expérience entièrement différente de la vie multicellulaire. La faune d'Ediacara, comme on l'appela plus tard, représentait la première preuve claire de l'existence d'une vie multicellulaire complexe sur Terre. Et elle apparut juste après la dislocation de Rodinia, juste après la formation de la Grande Discordance, au moment même où la Terre sortait de la plus sévère période glaciaire de son histoire. Le timing ne pouvait pas être une coïncidence. Quand Rodinia se brisa et dispersa ses fragments à travers le globe, elle créa quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant dans l'histoire de la Terre, des mers peu profondes. Lorsqu'un supercontinent regroupe toutes les terres, la majeure partie de l'océan n'est qu'un immense bassin profond. Les plateaux continentaux sont rares, les zones côtières limitées et la lumière solaire atteint très peu le plancher océanique. Mais lorsque les continents se séparent et s'éloignent les uns des autres, ils créent d'immenses étendues d'eau peu profondes le long de leurs marges. Les mers peu profondes sont des mines d'or biologiques. La lumière y atteint le fond. Les nutriments venus des rivières s'y mélangent à l'eau de mer et des écosystèmes complexes peuvent s'y développer. La dislocation de Rodinia créa des millions de kilomètres carrés de nouveaux habitats marins peu profonds, offrant des opportunités évolutives inédites. Mais elle fit plus encore. Elle transforma la chimie des océans d'une façon qui rendit la vie complexe possible pour la première fois. L'érosion massive qui façonna la Grande Discordance n'élimina pas seulement des roches, elle libéra aussi d'énormes quantités de nutriments dans les océans. Phosphore, azote, fer et d'autres éléments essentiels à la vie atteignirent des concentrations bien supérieures à tout ce qui avait existé jusque-là. Les montagnes en cours d'érosion issues de Rodinia devinrent une gigantesque fabrique d'engrais, déversant dans les mers des nutriments à une échelle qui dépasse largement celle du monde moderne. Dans le même temps, le processus de dislocation modifia la circulation océanique. Les continents, désormais dispersés plutôt que rassemblés, permirent aux courants marins de circuler plus librement, distribuant oxygène et nutriments de façon plus efficace. Des zones océaniques stagnantes et pauvres en oxygène depuis des centaines de millions d'années devinrent soudain bien oxygénées et habitables.
La scène était prête pour une explosion évolutive. Et il y a environ 540 millions d'années, c'est exactement ce qui se produisit. L'explosion cambrienne est l'un des événements les plus célèbres de l'histoire évolutive, mais aussi l'un des plus mystérieux. En à peine 20 millions d'années, la vie terrestre passa d'organismes simples et à corps mous à une profusion éblouissante d'animaux complexes dotés de coquilles, d'yeux, d'intestins, de cerveaux et de comportements sophistiqués. Des trilobites aux yeux composés capables de détecter la lumière polarisée. Anomalocaris, un prédateur de 2 mètres, muni de bras préhensiles et d'une bouche circulaire garnie de dents. Wiwaxia, couvert d'épines et d'écailles comme un étrange coussin extraterrestre. C'était comme si l'évolution était restée bloquée en première vitesse pendant 3 milliards d'années avant de passer soudain en sur-régime. Charles Darwin l'appela un « mystère abominable ». Comment l'évolution avait-elle pu agir aussi vite? D'où venaient toutes ces nouvelles formes? Pourquoi cela s'était-il produit à ce moment précis? Les archives fossiles semblaient montrer l'apparition soudaine de la vie complexe, sans précurseur évident. Mais aujourd'hui, nous connaissons la réponse. L'explosion cambrienne n'est pas sortie de nulle part. Elle fut la conséquence de la dislocation de Rodinia, de la formation de la grande discordance et de la transformation complète de l'environnement terrestre. Le milliard d'années manquant ne manquait pas seulement dans les archives géologiques. Il représentait une période de préparation qui posa les fondations de l'événement évolutif le plus important de l'histoire de la vie complexe. Les preuves de ce lien viennent de plusieurs domaines de recherche, mais certaines des plus convaincantes proviennent de l'étude directe des roches. Lorsque les géologues analysent la composition chimique des roches d'avant et d'après la grande discordance, ils découvrent des différences spectaculaires qui racontent l'histoire d'une planète en transition. Avant la dislocation de Rodinia, les roches témoignent d'un monde avec très peu d'oxygène dans l'atmosphère ou dans les océans. La majeure partie du fer était dissoute dans l'eau de mer, donnant aux océans une teinte verdâtre très différente du bleu actuel. Les composés soufrés dominaient la chimie de nombreux environnements marins, créant des conditions toxiques pour la plupart des formes de vie modernes. Mais après la grande discordance, tout changea. Les niveaux d'oxygène montèrent en flèche. Le fer s'oxyda et précipita hors des océans, formant les roches rouges distinctives appelées formations de fer rubané. La chimie océanique passa d'une domination du soufre à une domination de l'oxygène, créant des conditions permettant à la vie animale complexe de prospérer pour la première fois. Ce n'était pas un changement graduel, mais une transformation si rapide et dramatique que les géologues l'appellent le grand événement d'oxydation. Et il coïncidait presque exactement avec la formation de la grande discordance. Ce lien n'a rien d'accidentel. L'érosion massive qui sculpta la grande discordance exposa d'énormes quantités de roches fraîches au processus d'altération. Et lorsque certains types de roches s'altèrent, ils consomment du dioxyde de carbone atmosphérique et libèrent de l'oxygène. À l'échelle d'un supercontinent en train de se briser, ce processus put transformer profondément la composition de l'atmosphère. En parallèle, l'augmentation du niveau de nutriments dans les océans due à cette érosion alimenta d'immenses proliférations de bactéries et d'algues photosynthétiques. Ces organismes consommaient du dioxyde de carbone et produisaient de l'oxygène, modifiant encore la composition atmosphérique. La dislocation de Rodinia enclencha une boucle de rétroaction positive qui injecta toujours plus d'oxygène dans l'atmosphère, jusqu'à atteindre des niveaux capables de soutenir la vie animale complexe. Mais l'histoire devient encore plus extraordinaire quand on réalise que ce n'était pas la première fois qu'un tel processus se produisait. La grande discordance n'était pas un événement unique, mais faisait partie d'un schéma répétitif lié au cycle de formation et de dislocation des supercontinents. Chaque fois qu'un supercontinent se forme puis se brise, il crée les conditions pour une érosion massive et des bouleversements environnementaux. La dislocation de Columbia, un supercontinent plus ancien datant d'environ 1,5 milliard d'années, pourrait avoir déclenché la première hausse notable des niveaux d'oxygène atmosphérique. La formation puis la dislocation de la Pangée, beaucoup plus récentes, coïncidèrent avec des extinctions massives et de grands changements évolutifs.
C'est comme un battement de cœur géologique. Les supercontinents se forment et se séparent tous les quelques centaines de millions d'années, chaque cycle remodelant la surface de la planète et ouvrant de nouvelles voies à l'évolution de la vie. Les preuves de ce schéma proviennent de l'étude des grandes discordances à travers le monde. Et ce que les scientifiques ont découvert, c'est que la découverte de Powell dans le Grand Canyon n'était pas unique. Des discordances de même âge et de même ampleur existent sur tous les continents. Chacune raconte la même histoire d'érosion massive et de temps perdu. Dans les Highlands écossais, vous pouvez poser la main sur des roches âgées de près de 3 milliards d'années, directement recouvertes par des roches âgées de seulement 500 millions d'années. Dans les Flinders Ranges en Australie, le même fossé temporel traverse le paysage comme une autoroute géologique. Dans le craton du Cap Vale, en Afrique du Sud, dans le bouclier canadien, dans les anciennes montagnes de Chine, l'histoire est toujours la même. 1 milliard d'années effacées par des forces presque inimaginables. Mais c'est ici que l'histoire devient réellement extraordinaire. Des recherches récentes, utilisant des techniques avancées de thermochronologie, ont révélé que ces grandes discordances dans le monde entier ne se sont pas toutes formées exactement au même moment. Elles montrent au contraire un motif complexe d'événements érosifs qui correspond précisément à ce qu'on attend du lent processus de dislocation d'un supercontinent. Les scientifiques peuvent désormais retracer la fragmentation de Rodinia avec une précision remarquable, simplement en étudiant l'histoire thermique des roches de différents continents. Ils peuvent voir comment différentes parties du supercontinent ont été soulevées, puis érodées à des moments distincts au fur et à mesure que le processus de dislocation s'est déroulé sur des centaines de millions d'années. La marge occidentale de l'Amérique du Nord montre des preuves d'une érosion massive dès environ 750 millions d'années, coïncidant avec les premiers épisodes de rifting qui commencèrent à déchirer Rodinia. La marge orientale, elle, révèle des événements d'érosion plus tardifs, autour de 600 millions d'années, quand les derniers fragments du supercontinent se séparèrent. L'Australie et l'Antarctique présentent leur propre chronologie, reflétant leur position dans la séquence de dislocation. C'est comme si l'on disposait d'un film géologique retraçant le plus important événement d'érosion de l'histoire terrestre, joué sur des centaines de millions d'années et conservé dans la mémoire thermique de minuscules cristaux de zircon. Mais peut-être que la découverte la plus remarquable ne vient pas seulement du moment où l'érosion s'est produite, mais de l'ampleur des roches retirées. En combinant la thermochronologie à d'autres techniques géologiques, les scientifiques ont pu estimer la quantité totale de matériaux érodés pendant la formation de la grande discordance. Les chiffres sont vertigineux. Dans certaines régions, jusqu'à 8 km verticaux de roches furent arrachés. 8000 mètres d'histoire géologique disparue. Pour mettre cela en perspective, si l'on empilait toutes les roches érodées rien qu'en Amérique du Nord, lors de la grande discordance, on obtiendrait une chaîne de montagnes plus haute et plus massive que l'Himalaya. Et ce n'est que l'Amérique du Nord. Si l'on additionne l'érosion de tous les continents, la quantité totale de roches retirées lors de la grande discordance représente l'un des plus grands transferts de masse de toute l'histoire de la Terre. Des milliards de kilomètres cubes de croûte continentale broyées et emportées vers les océans, modifiant non seulement la géologie des continents, mais aussi la chimie des mers. Les implications donnent le vertige. La grande discordance ne représente pas seulement du temps manquant, mais aussi un volume manquant à une échelle qui défie notre compréhension du fonctionnement des processus de surface terrestre. Cela suggère que les forces géologiques peuvent agir à des échelles bien plus vastes que tout ce que nous observons dans le monde actuel. Et cela soulève une question troublante. Si un phénomène comme la grande discordance a pu se produire une fois, pourrait-il se reproduire ? Les processus géologiques de la Terre pourraient-ils un jour effacer un autre milliard d'années d'histoire, détruisant non seulement des roches, mais aussi les traces entières de la civilisation humaine? La réponse réside dans la compréhension de ce qui rendit la dislocation de Rodinia si particulière et dans la possibilité que les conditions qui ont créé la grande discordance puissent un jour être réunies de nouveau. Mais pour le comprendre, il faut aller au-delà des simples roches et examiner ce que la grande discordance nous révèle sur les forces fondamentales qui façonnent notre planète à l'échelle géologique.
car la grande discordance n'est pas seulement une question de roches manquantes ou de temps perdu. C'est l'histoire des liens cachés entre géologie et biologie, entre la Terre solide et le monde vivant, entre le passé lointain et l'avenir incertain. C'est la compréhension que la Terre n'est pas seulement un caillou flottant dans l'espace, mais un système dynamique intégré où un changement dans une partie peut déclencher des effets en cascade, remodelant toute la planète. Ces derniers chapitres commencèrent par une découverte dans l'endroit le plus improbable. Non pas dans une formation géologique célèbre, ni dans le laboratoire d'une prestigieuse université, mais dans un parking du centre-ville de Denver, au Colorado. Nous sommes en 2010. Rebecca Flowers, une jeune géologue de l'Université du Colorado, traverse l'asphalte lorsqu'elle remarque quelque chose d'étrange dans les fondations d'un bâtiment, juste à côté de sa voiture. Le béton était incrusté de morceaux de pierre locales, et l'un d'eux attira particulièrement son attention. Il ressemblait à du granit, mais sa texture et sa composition minérale étaient inhabituelles. Flowers ramassa un échantillon et le rapporta à son laboratoire pour analyse. Ce qu'elle découvrit allait révolutionner notre compréhension de l'ampleur réelle de la grande discordance. Le granit contenait des cristaux de zircon dont l'histoire thermique révélait un récit extraordinaire. Cette roche, posée dans un parking au cœur d'une ville moderne, contenait des preuves d'une érosion massive survenue il y a plus d'1 milliard d'années. Le même événement érosif qui avait façonné la grande discordance dans le Grand Canyon avait également affecté les roches anciennes sous Denver. C'était la première preuve claire que la grande discordance s'étendait bien au-delà des affleurements célèbres étudiés depuis des décennies par les géologues. Le milliard d'années manquant n'était pas seulement un phénomène local, affectant des chaînes de montagnes ou des parois de canyons. C'était un événement à l'échelle continentale qui avait remodelé d'immenses régions de l'Amérique du Nord. Flowers et ses collègues commencèrent à collecter des échantillons de roches à travers l'Ouest américain, du Montana au Nouveau-Mexique, de la Californie au Texas. Partout où ils regardaient, ils retrouvaient la même signature thermique, la même preuve de refroidissement rapide autour de 700 millions d'années, la même histoire d'énormes masses rocheuses arrachées brutalement. Mais la véritable percée survint lorsqu'ils élargirent leurs recherches à d'autres continents, en collaboration avec des collègues internationaux. Ils commencèrent à analyser des roches d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Australie. Et partout où ils regardaient, ils trouvaient les mêmes indices, le même milliard d'années manquant, la même érosion massive, la même signature thermique préservée dans les minuscules cristaux de zircon. La grande discordance n'était pas seulement un phénomène américain, elle était mondiale. Dans les Highlands d'Écosse, où affleurent certaines des roches les plus anciennes d'Europe, l'histoire se répétait, un socle vieux de près de 3 milliards d'années, directement recouvert de sédiments bien plus jeunes, avec des centaines de millions d'années manquant entre les deux. Dans le craton du Kaapval, en Afrique du Sud, l'un des morceaux de croûte continentale les plus stables de la Terre, le même fossé temporel s'étendait sur des centaines de kilomètres. Dans la région de Pilbara en Australie, dans le bouclier canadien, dans l'intérieur ancien du Brésil, le schéma se reproduisait encore et encore. Mais ce n'était pas seulement que la grande discordance se retrouvait partout. C'était aussi que la chronologie et l'ampleur de l'érosion variaient d'un lieu à l'autre, exactement comme on s'y attendrait si un seul et même supercontinent massif s'était disloqué sur des centaines de millions d'années. Les marges occidentales des continents, qui se trouvaient au bord de Rodinia, montrèrent des preuves d'érosion précoce dès 800 millions d'années. Les zones centrales, qui avaient été au cœur du supercontinent, révélaient des épisodes érosifs plus tardifs, entre 600 et 500 millions d'années. C'était comme observer une explosion au ralenti, avec des morceaux du supercontinent projetés dans toutes les directions à travers le temps géologique. Le schéma était si cohérent que les géologues purent l'utiliser pour reconstituer la manière dont Rodinia s'était assemblée et dont elle s'était fragmentée. Ils purent identifier quelle partie des continents actuels avait été connectée dans l'ancien supercontinent en comparant leur histoire thermique. Ils purent retracer la propagation des rifts et des fractures à mesure qu'ils se diffusaient dans Rodinia lors de sa dislocation. C'était une enquête géologique à l'échelle planétaire
utilisant la grande discordance comme preuve pour résoudre un crime survenu il y a plus de 3 ou 4 milliards d'années. Mais l'enquête révéla quelque chose d'encore plus extraordinaire. La grande inconformité n'était pas un événement unique dans l'histoire de la Terre. C'était simplement l'exemple le plus récent et le mieux préservé d'un phénomène qui s'était produit à plusieurs reprises auparavant. Lorsque les géologues commencèrent à étudier des roches plus anciennes avec les mêmes techniques de thermochronologie, ils découvrirent des traces d'inconformité encore plus anciennes, associées à la formation et à la dislocation de supercontinents disparus. La dislocation de Columbia, il y a environ 1,5 milliard d'années, avait provoqué ses propres épisodes d'érosion massive. L'assemblage de Rodinia lui-même, il y a environ 1 milliard d'années, avait déclenché la formation de montagnes, suivie d'une érosion à l'échelle continentale. L'histoire géologique de la Terre commença alors à apparaître non pas comme une accumulation progressive de couches rocheuses, mais comme une succession d'événements catastrophiques, chacun capable de remodeler des continents entiers et d'effacer des centaines de millions d'années d'histoire. Les implications étaient vertigineuses. Si chaque cycle de supercontinent s'accompagnait d'inconformités majeures, alors d'immenses portions de l'histoire de la Terre manquaient au registre géologique. La grande inconformité ne représentait que la lacune la plus récente dans un récit beaucoup plus fragmenté que ce que l'on imaginait. C'était comme découvrir que la plupart des pages de l'autobiographie de la Terre avaient été arrachées, laissant seulement quelques fragments dispersés entre les continents et les époques. Mais l'histoire devint encore plus complexe lorsque les géologues réalisèrent que toutes les parties de la grande inconformité n'étaient pas équivalentes. La quantité de temps manquant, le moment précis des épisodes d'érosion, et même les types de roches préservées ou détruits variaient énormément d'un endroit à l'autre. Dans certaines régions, comme le Grand Canyon, l'inconformité représentait une lacune de plus d'1 milliard d'années. Dans d'autres, l'écart n'était que de quelques centaines de millions d'années. Et dans certains sites rares, il n'y avait quasiment aucun manque, les séquences rocheuses restant continues tout au long de la période absente ailleurs. Ces variations n'étaient pas aléatoires, elles reflétaient la structure complexe du supercontinent ancien et la manière dont ces différentes zones avaient réagi aux forces colossales libérées lors de la dislocation de Rodinia. Les régions soulevées tôt dans le processus perdirent davantage de roches sous l'effet de l'érosion, tandis que celles restées ensevelies sous les sédiments furent protégées et conservèrent une plus grande partie de leur histoire. C'était comme analyser les conséquences d'une énorme explosion. Certaines zones entièrement dévastées, d'autres, à quelques kilomètres seulement, presque intactes. La cartographie détaillée de ces variations a offert de nouveaux aperçus sur la manière dont les continents réagissent aux forces gigantesques des cycles de supercontinents. Elle a montré que la croûte continentale n'était pas une victime passive de l'érosion, mais un acteur actif avec différents types de roches réagissant différemment aux contraintes tectoniques. Certaines, comme les gneiss et les granites anciens formant le noyau des continents, résistaient remarquablement à l'érosion, survivant même aux intempéries les plus intenses. D'autres, comme les roches sédimentaires ou certaines formations volcaniques, étaient bien plus vulnérables et pouvaient être rapidement balayées. Cela a des implications profondes pour comprendre l'évolution à long terme des continents. Cela suggère que les cratons anciens, restés stables pendant des milliards d'années, ont survécu précisément parce qu'ils étaient plus résistants à ce type d'événements d'érosion massive. Mais cela soulève aussi des questions inquiétantes sur l'intégrité du registre géologique. Si des événements comme la grande inconformité peuvent enlever d'aussi grandes quantités de roches, combien d'épisodes de l'histoire de la Terre ont disparu à jamais? Combien d'évolutions importantes, de changements climatiques ou de processus géologiques n'ont laissé aucune trace, simplement parce que les roches qui les enregistraient furent broyées et emportées il y a des milliards d'années? La réponse est sans doute plus sombre qu'on ne le pense. Des estimations récentes suggèrent que la grande inconformité à elle seule correspond à l'érosion d'assez de roches pour recouvrir l'ensemble des États-Unis continentaux sous plusieurs kilomètres d'épaisseur.
Si l'on additionne toutes les érosions associées au cycle de supercontinents au fil de l'histoire terrestre, la quantité totale de croûte manquante devient presque inimaginable. Il ne manque pas seulement 1 milliard d'années du précambrien tardif. Il manque d'énormes pans de temps à plusieurs périodes, rendant le registre géologique bien plus fragmentaire qu'on ne le réalise. Certains géologues proposent même de repenser en profondeur notre manière d'interpréter l'histoire terrestre. Plutôt que de considérer le registre des roches comme une archive relativement complète du passé, il faudrait l'accepter comme une version fortement éditée, truffée de lacunes et de chapitres manquants à jamais. Mais il existe aussi une manière plus optimiste d'interpréter la grande inconformité et ses implications mondiales. Si elle représente une perte immense d'informations, elle offre aussi une fenêtre unique sur les processus les plus extrêmes de la Terre. Elle nous montre ce qui se passe lorsque les forces internes de la planète atteignent leur intensité maximale, lorsque les continents sont déchirés et réassemblés à des échelles de temps qui dépassent l'entendement humain. La grande inconformité démontre que la Terre est capable de changements infiniment plus spectaculaires que tout ce qui a été observé dans l'histoire humaine. Elle révèle que ce que nous considérons comme des traits permanents, chaînes de montagnes, continents, ne sont que des entités temporaires à l'échelle géologique, soumises à des forces capables de les transformer au-delà de toute reconnaissance. Cette perspective a des implications cruciales pour comprendre les bouleversements actuels. Certes, les activités humaines transforment la surface et le climat de la Terre d'une manière inédite, mais la grande inconformité nous rappelle que notre planète a déjà traversé des changements encore plus extrêmes et qu'elle a non seulement survécu, mais utilisé ces crises comme tremplin pour l'innovation et la diversification de la vie. Elle éclaire aussi les liens profonds entre processus géologiques et évolution biologique. L'érosion massive qu'il a créée n'a pas seulement retiré de la roche, elle a modifié la chimie des océans, créé de nouveaux habitats et fourni les nutriments qui ont nourri l'évolution de la vie complexe. Comprendre ces connexions devient d'autant plus vital que nous entrons dans l'Anthropocène, cette ère géologique façonnée par l'humanité. En étudiant la manière dont les systèmes terrestres ont réagi à un bouleversement aussi colossal que la grande inconformité, nous pouvons mieux anticiper leurs réactions face aux changements que nous provoquons aujourd'hui. Mais peut-être que la leçon la plus profonde que nous livre la grande inconformité concerne la nature du temps profond. Le milliard d'années effacées durant sa formation représente une durée plus longue que toute l'histoire de la vie complexe sur Terre. C'est un rappel que notre planète opère sur des échelles de temps si vastes qu'elles défient notre imagination. Pourtant, comprendre ces échelles est essentiel pour comprendre la Terre et notre place en son sein. La grande inconformité montre que l'histoire terrestre n'est pas une suite d'événements isolés, mais une histoire connectée où des processus commencés il y a des milliards d'années continuent d'influencer notre présent. Ce milliard d'années disparu ne reviendra jamais. Mais son absence raconte une histoire aussi puissante et importante que celles encore inscrites dans la roche. L'histoire se termine là où elle a commencé, avec John Wesley Powell, debout au bord du Grand Canyon, contemplant cette fine ligne gravée à travers le visage du temps lui-même. Nous savons désormais ce qu'elle représente vraiment. Ce n'est pas une simple curiosité géologique ni une énigme académique. C'est une cicatrice, une marque permanente de la plus violente reconfiguration que notre planète ait jamais connue. Powell ne pouvait pas le savoir. Debout là, en 1869, alors que son expédition se désagrégeait autour de lui, il observait sans le comprendre les traces de force qui dépassaient l'imagination. Il ne pouvait pas savoir que la fine ligne qu'il griffonnait dans ses carnets représentait la destruction de chaînes de montagnes plus vastes que l'Himalaya. Il ne pouvait pas savoir qu'il documentait les conséquences d'une dislocation continentale si violente qu'elle avait arraché un supercontinent entier et effacé 1 milliard d'années de mémoire terrestre. Mais d'une certaine manière, Powell avait compris quelque chose d'encore plus profond.
Il avait compris que la terre sous ses pieds n'était pas cette plateforme stable et immuable que la plupart des gens imaginaient. Il avait compris que les roches racontaient une histoire de changement inimaginable, de forces capables de soulever des continents, puis de les raser, de processus opérant sur des échelles de temps si vastes qu'elles réduisaient l'histoire humaine à un simple battement de cœur. Depuis l'expédition de Powell, cette compréhension n'a fait que s'approfondir. Nous savons désormais que la grande inconformité n'est pas unique à la Terre. Des structures similaires ont été identifiées sur Mars, où d'anciens impacts et des changements atmosphériques ont créé leurs propres lacunes dans les archives géologiques. Nous avons trouvé des preuves d'événements d'érosion massifs sur d'autres planètes et lunes, suggérant que le remodelage violent des surfaces planétaires est une caractéristique commune des mondes rocheux dans l'univers. Mais la grande inconformité terrestre est spéciale à cause de ce qui a suivi. Sur Mars, l'érosion massive a semblé marquer la fin d'une activité géologique significative. La planète est devenue un désert gelé, sa surface s'accumulant lentement de poussière pendant des milliards d'années. Sur Terre, au contraire, la grande inconformité marqua un nouveau commencement. Les nutriments libérés par l'érosion de Rodinia ne disparurent pas dans les océans. Ils alimentèrent l'évolution de la vie complexe, préparant le terrain à l'explosion cambrienne et à tout ce qui s'ensuivit. Les nouvelles mers peu profondes créées par la dislocation continentale devinrent de véritables laboratoires évolutifs où la vie expérimenta de nouvelles formes et stratégies. La chimie changeante de l'atmosphère et des océans créa de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Moteur d'innovation et de diversification. D'une certaine manière, nous sommes les enfants de la grande inconformité. Les formes de vie complexes apparues après la rupture de Rodinia incluent les ancêtres de chaque plante et de chaque animal vivant aujourd'hui. Les innovations évolutives qui émergèrent durant l'explosion cambrienne, nourries par les bouleversements environnementaux associés à la grande inconformité, donnèrent naissance à tous les grands groupes d'organismes complexes que nous voyons autour de nous. Chaque fois que vous observez un arbre, vous contemplez le descendant d'organismes qui apprirent pour la première fois à photosynthétiser efficacement dans les mers riches en nutriments issus de l'érosion de Rodinia. Chaque fois que vous voyez un oiseau, un mammifère ou un poisson, vous voyez l'héritier des premiers animaux qui développèrent des organes complexes et des comportements nouveaux après la grande inconformité. Même le cerveau humain, qui vous permet de lire ces mots et de contempler le temps profond, est en fin de compte le produit de processus évolutifs qui commencèrent avec la dislocation d'un supercontinent ancien il y a environ 304 milliards d'années. Mais la grande inconformité ne nous a pas seulement donné notre héritage évolutif, elle nous a aussi donné les matières premières de la civilisation elle-même. Une grande partie des minerais métalliques que nous extrayons de la croûte terrestre s'est concentrée grâce aux immenses systèmes hydrothermaux associés à la rupture de Rodinia. Les sédiments arrachés à l'ancien supercontinent se sont déposés dans des bassins qui sont devenus plus tard certains des plus grands gisements mondiaux de pétrole et de gaz. Les chaînes de montagnes créées par le réassemblage des fragments de Rodinia contiennent beaucoup des minéraux qui alimentèrent la révolution industrielle. En un sens très concret, la civilisation humaine a été bâtie sur les décombres de Rodinia, les métaux de nos machines, l'énergie de nos carburants, même le sol de nos jardins, tout remonte à ce supercontinent disparu et à sa fin violente. Cette connexion entre processus géologiques profonds et société humaine devient d'autant plus importante que nous affrontons les défis du XXIe siècle. La grande inconformité nous rappelle que les systèmes terrestres sont capables de changements bien plus extrêmes que tout ce que nous connaissons dans l'histoire écrite. Elle nous rappelle que ce que nous considérons comme des conditions normales ou stables n'est en réalité qu'une brève accalmie entre des bouleversements beaucoup plus spectaculaires. Cette perspective est particulièrement pertinente pour comprendre le changement climatique. La dislocation de Rodinia provoqua des fluctuations climatiques qui font paraître le réchauffement actuel presque modéré en comparaison. Le dioxyde de carbone atmosphérique oscilla brutalement, absorbé en masse par l'érosion d'un côté, relâché par d'énormes éruptions volcaniques de l'autre.
Les températures mondiales varièrent de plusieurs dizaines de degrés. Les calottes glaciaires avancèrent et reculèrent à travers les continents à de multiples reprises. Pourtant, la vie ne disparut pas. Elle transforma ce chaos environnemental en opportunité, accéléra son évolution et ouvrit la voie à une complexité biologique sans précédent. Cela ne minimise en rien la gravité des bouleversements actuels, ni n'implique que les humains n'aient pas à s'inquiéter de leur impact sur le climat et les écosystèmes. Mais cela replace notre époque dans un cadre plus vaste, révélant la résilience et l'adaptabilité des systèmes terrestres. La grande inconformité nous apprend aussi quelque chose sur les échelles de temps auxquelles la Terre réagit. La dislocation de Rodinia et la formation de l'inconformité s'étendirent sur des centaines de millions d'années. Le rétablissement de la vie et l'apparition de nouveaux écosystèmes prirent encore des millions d'années supplémentaires. Ce ne sont pas des processus rapides à l'échelle humaine. Cela a des implications majeures pour comprendre les causes et conséquences des changements actuels. De même que la grande inconformité résultait de processus commencés bien avant que leurs effets les plus spectaculaires n'apparaissent. Les bouleversements environnementaux que nous voyons aujourd'hui découlent de dynamiques amorcées avec la révolution industrielle et amplifiées depuis 2 siècles. Et tout comme leurs causes, leurs conséquences les plus profondes pourraient ne pas se manifester avant des décennies, voire des siècles. Mais peut-être que la leçon la plus importante de la grande inconformité concerne la nature même de la permanence et du changement. Le milliard d'années effacées contenait d'innombrables événements, expériences évolutives et formations géologiques uniques. Tout cela est perdu à jamais, réduit en poussière par des forces échappant à tout contrôle vivant. Et pourtant, cette absence a un sens et une valeur. La grande inconformité ne parle pas seulement de ce qui a été détruit, mais aussi de ce qui est devenu possible grâce à cette perte. Les nutriments libérés par l'érosion des roches anciennes, les nouveaux habitats créés par la montée des mers, les opportunités évolutives ouvertes par ce chaos environnemental. Les mêmes processus qui ont détruit un chapitre de l'histoire de la Terre ont aussi écrit les premières lignes du suivant. Ce paradoxe est au cœur de la compréhension de notre planète et de notre place en son sein. La Terre est à la fois plus fragile et plus résiliente qu'on ne l'imagine souvent. Des traits individuels de sa surface, même des chaînes de montagnes ou des continents entiers, peuvent être effacés par les forces géologiques. Mais la planète, dans son ensemble, ce système intégré de roches, d'eau, d'atmosphère et de vie, a survécu et prospéré à travers des changements qui dépassent de loin tout ce que l'expérience humaine peut concevoir. La grande discordance nous rappelle que nous sommes des habitants temporaires d'un monde ancien et dynamique. Les roches sous nos pieds ont vu naître et disparaître des supercontinents, avancer et reculer des calottes glaciaires, évoluer et s'éteindre d'innombrables espèces. Elles continueront à être témoins de tels bouleversements bien après que notre propre espèce ne soit devenue qu'une ligne dans le registre fossile. Mais notre présence éphémère sur cette scène ancienne ne nous rend pas insignifiants. Au contraire, elle nous rend remarquables. Nous sommes la première espèce de l'histoire de la Terre. En 4,5 milliards d'années, à prendre conscience du temps profond, à lire l'histoire inscrite dans les roches, à comprendre notre place dans l'immense fresque de l'évolution planétaire. Aujourd'hui, nous nous tenons là où John Wesley Powell se tenait en 1869, contemplant les preuves de processus agissant sur des échelles de temps presque inconcevables. Mais à la différence de Powell, nous savons lire l'histoire que racontent les roches. Nous voyons la grande discordance non pas seulement comme une curieuse lacune dans le registre géologique, mais comme le témoignage de la période la plus transformative de notre planète, la naissance violente du monde moderne. Le milliard d'années manquantes est perdu à jamais, mais son absence a façonné tout ce qui a suivi, y compris nous. Nous portons la signature de la grande discordance dans notre ADN, dans nos fossiles, dans les atomes mêmes qui composent nos corps. Nous sommes la preuve vivante de la destruction de l'ancien supercontinent et de l'émergence d'un nouveau monde à partir de ces décombres. En fin de compte, c'est peut-être là la chose la plus remarquable à propos de la grande discordance. Ce n'est pas seulement un trou dans le temps, ni une lacune dans les roches.
C'est la cicatrice qui a rendu la vie complexe possible. C'est la destruction qui a permis la création. C'est le milliard d'années qui a dû disparaître pour que nous soyons ici, à nous interroger sur leur absence. Le trou temporel préhistorique que personne ne pouvait expliquer est devenu celui qui explique tout. Et en le comprenant, nous saisissons quelque chose de fondamental sur la nature de notre planète et sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas séparés des forces géologiques qui façonnent la surface terrestre. Nous sommes leur création, leur héritage, leur témoignage vivant du pouvoir du temps profond et du changement planétaire. La grande discordance est notre histoire d'origine, gravée dans la pierre.